Alors, le procureur d'Abidjan connaît Baraman, c'est ça? D'ailleurs, son nom, depuis je suis né, je n'ai jamais vu un nom comme ça. Baraman. Baraman veut dire quoi? Hein? Barman. Oh, 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 oh. Connaît Barman. Ah, d'accord. Hey, ça cause ça, sa tête est vilaine comme ça, là. Donc, c'est un barman, d'accord. Attention, c'est ce qui est écrit, hein. Je suis allé prendre ça sur Wikipédia. C'est son nom qui est là. Je n'ai rien inventé. Barman. Dangadin Barman avec ta vilaine tête, on dirait singe, là. Alors, voilà un criminel qui s'associe à des criminels. Je voudrais, avant de continuer, dire à ma jeune sœur que, parce que j'ai vu qu'elle a essayé de me joindre, malheureusement, je n'étais pas disponible. Donc, j'ai pas pu aussi vous l'appeler. J'ai rien. C'est quelqu'un que j'apprécie, que j'aime beaucoup. Elle sait très bien que j'aime. Elle sait très bien que je l'aime bien, elle le sait. Elle sait que je l'aime. Elle sait que je n'ai rien contre elle, elle le sait très bien. Parce que ce que les gens souvent, les gens peuvent jouer sur votre naïveté, votre innocence, mais votre ignorance d'une certaine manière. Les gens peuvent jouer sur ça et puis essayer de vous créer des problèmes. Alors donc, merci beaucoup à toi, merci beaucoup Henri. Moi, je suis arrivé à la conclusion que notre charmante jeune sœur, Maï, elle a été manipulée. Peut-être qu'elle peut ne pas être d'accord, mais je jure qu'avec du recul et du temps, elle va se rendre compte qu'elle a été manipulée. Vous ne pouvez pas prétendre occuper une responsabilité et ne pas être en mesure, lorsqu'il y a une situation qui attire votre attention, ne pas pouvoir agir. Si la personne avait tenté et avait échoué, là on aurait pu dire, ah, il a tenté, le jeune a refusé. Peut-être qu'on peut comprendre la position de notre charmante sœur. Mais quand vous écoutez le narratif, ce n'est pas le cas de figure. On l'appelle directement. Et puis, alors que la personne en question, la soi-disant autorité, aurait d'abord dû tenter, essayer quelque chose à son niveau. Mais pourquoi elle ne l'a pas fait? Parce qu'elle sait très bien. Je ne vais pas rentrer dans le secret des bois pour vous, mais je vous jure que notre petit frère au Burkina est très bien surveillé. Il est très, très bien surveillé. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Je préfère laisser ça comme ça. Donc, la personne qui l'a appelé sait très bien quelle est la protection de notre jeune frère Suleiman Gbagbo. La personne qui l'a appelé là connaît très bien la protection de Suleiman. Donc, elle n'a pas voulu prendre le risque de s'exposer elle-même. Parce qu'elle sait que ce qu'elle fait n'est pas bon. Mais elle a joué sur, je peux dire, je dirais pas la naïveté, mais ce serait un peu manque de respect, mais la personne a manipulé Maï tout simplement. Maï a été manipulée tout simplement, c'est tout. Sinon, la personne pouvait tout de suite contacter Suleiman Gbagbo elle-même, parler avec lui. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a préféré l'appeler. Je parle d'une autorité, donc c'est elle. Elle, ça ne veut pas dire que c'est une femme. Un homme peut être une autorité, donc on peut dire elle aussi. Donc ce que je voulais lui dire, c'était vraiment rapidement ça. Elle n'a qu'à faire beaucoup attention parce qu'elle peut être manipulée. Et moi, quand je regarde ça, c'est la manipulation à des kilomètres. Moi, pour parler ici, là, à un de mes jeunes frères, est-ce que moi j'ai besoin d'aller au nord pour aller demander? Il dit non. Il y a des gens tout de suite, j'appelle, là, j'ai le numéro, j'ai le contact de la personne. Au Mali, ici, en tout cas, j'ai pas besoin d'appeler ou de dire à quelqu'un, il faut faire ça. Si je ne peux pas tout de suite, je regarde à l'entourage de la personne et puis je dis d'accord, il faut lui parler. Mais Gbagbo est dans un milieu. On le voit avec des gens. Il s'est lié d'amitié avec certaines personnes, quand bien même qu'il est très prudent, parce qu'il y a des instructions fermes qui lui ont été données de faire beaucoup attention.
Mais si tu es une autorité, ça c'est des choses élémentaires, c'est des choses simples, c'est des choses basiques que tu connais. Tu peux ne pas avoir son numéro au Burkina, mais tu peux connaître quelqu'un, dis-lui de ma part, blablabla, c'est fini. Mais pourquoi c'est Maï qu'on l'appelle? Et Maï n'a pas vu ça, que c'est un piège, c'est une manipulation. Elle est tombée dedans. Évidemment, elle était frustrée parce que Gbagbo n'a pas voulu l'écouter. C'est le fait que Gbagbo refuse de l'écouter, certainement qu'il l'a mise dans cet état de colère-là. Mais elle doit comprendre que, écoutez, Gbagbo, c'est un grand garçon. Il n'est pas obligé d'accepter ce qu'elle va lui dire. Quand elle va lui parler, c'est avec les risques qu'elle prend. Il peut l'écouter ou peut ne pas l'écouter. Alors, voilà un procureur menteur, un procureur voleur, un procureur criminel et assassin au même titre que son président Ouattara. J'ai écouté un message de mon petit frère, Zozo, l'imam Gangaba, notre petit frère qui est en Italie. Et permettez-moi de vous faire écouter ça d'abord. Je vais vous amener ici rapidement. J'espère que vous allez bien écouter. Je vous amène ici. Avant de venir là, je vais vous amener ici d'abord. Je vous en prie. Voilà. Ah non, c'est pas ça. Permettez-moi, hein. Je vais vous faire écouter ça rapidement. Voilà, c'est ici. Donne-moi une seconde. Voilà. Donne-moi une seconde. Je vais vous ramener ça un peu. Voilà. Attendez. D'accord. Voilà. Je vais vous faire écouter. D'accord? On y va. Le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, va remettre le pouvoir à son petit frère, photocopie. Et on sera là pour vous diriger. De tous ceux qui vont sortir 2025 là, le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, va remettre le pouvoir à son petit frère, photocopie. Et on sera là pour vous diriger. Ça, c'est les 1 million de likes que j'aurais souhaité voir. 1 million de likes, c'est ce que j'aurais souhaité voir et ça me fait mal. Ce sera une de mes meilleures vidéos, pas en termes de longueur, mais en termes de précision. Ce sera une de mes meilleures vidéos parce que là, cette confession de foi, je l'appelle comme ça, confession de foi, je vous invite, Keïta, en parenthèse, n'est ni prophète, ni quoi que ce soit. Juste un canal du Dieu éternel. Je répète, Keïta n'est rien d'autre qu'un canal du Dieu éternel. À l'exception du dernier prophète du Dieu créateur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un autre prophète sur la terre des hommes, en tout cas à ce moment-ci là, qui peut remettre en question ce qui va sortir de ma bouche. S'il remet en question, vous êtes libre de le croire ou de ne pas le croire, mais moi je vous dirai, c'est un menteur, il n'est pas prophète. Tu peux pas. Tout homme de Dieu reconnaît la gloire de Dieu sur un serviteur de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, votre petit Sanogo là, c'est un plaisantin. Vous avez vu, on dit, il est sorti, il a demandé pardon. D'accord? Keïta ne parle pas et puis on va se battre. Hey! Ça c'est, il y a mon des bâtards que tu es là-bas, parler ça à ta maman là-bas. Donc, je continue. J'ai dit que, merci beaucoup Thomas. Thomas c'est, merci beaucoup. J'ai dit, depuis 2020, j'ai annoncé ça. 2020, ça a été faussé avec la mort d'Amadou Gon Coulibaly.
2020, Amadou Koulibaly était le joker qui devait placer Ténébraiman au centre du dispositif politique de la Côte d'Ivoire en qualité de vice-président et ensuite président de la République. Mais le plan a échoué parce que telle n'était pas la volonté de Dieu. J'ai dit que Adama Bitogo avait un rôle éminemment important à jouer à ce niveau-là. Je crois qu'il n'a pas compris Adama Bitogo. Il a confondu vitesse et précipitation. Et lui-même, il est tombé aujourd'hui. Il est totalement désenchanté. Mais, vous entendez de gauche et de droite. Et c'est mon jeune frère Zouzou, l'imam Gangaba en Italie, qui nous fait passer ce truc-là. On va réécouter une dernière fois et puis on va continuer. D'accord? On va écouter encore. Tous ceux qui vont sortir entendre l'opposition sera chicoté. Le combat du général. Je vous avais dit que Bob, quand il est arrivé, il a participé à une réunion hautement secrète où, à l'hôtel Sebroko, avec qui? Avec Ténébraiman. Alors dites-moi, pourquoi c'est lui qui annonce que Ténébraiman sera président? Je vous ai dit que Ouattara est déjà mort. Ce qu'on voit, c'est un cadavre vivant qui marche. Ou bien vous n'avez pas compris encore, je vais répéter. Je dis, Ouattara est mort, c'est un cadavre vivant. Comment un cadavre peut être vivant? D'accord? C'est l'enveloppe corporelle qui marche devant vous. La vie n'est plus dans cette enveloppe-là. Allez dire au petit Sanogo, prophète ou pasteur, là, qu'il y a un serviteur de Dieu qui dit qu'Alassane Ouattara est une enveloppe vide. La vie n'est plus en lui. Il marche devant nous, il parle, il mange, mais il ne vit plus. Le temps, c'est le retrait du souffle qui reste. Donc ne confondez pas un mort qui vit. Il vit encore parce qu'il y a le reste du souffle de vie qui est là. Donc quand le souffle de vie va sortir, l'enveloppe va se coucher au gadaï. Tu prends le bras tombe comme ça. Donc la vie n'est plus dans le corps. Mais la vie dont parle Keïta, c'est la vie de la sainteté, la pureté, la vie divine n'est plus en lui. Dieu a retiré ça il y a longtemps. Alors, Ouattara, c'est fini pour lui. Je vous le dis encore aujourd'hui, Ouattara est déjà mort. Wallahi. Et j'ai pas envie de trop jurer parce que le Seigneur, il ne faut pas trop jurer. Tu as déjà parlé. S'ils veulent croire, qu'ils croient. S'ils ne veulent pas croire, il ne faut pas qu'ils vont croire. Mon serviteur ne parlera pas en vain. Mon serviteur ne parlera pas en vain. Mon serviteur ne parlera pas en vain. C'est une coquille vide que vous voyez. La vie n'est plus en Ouattara. Que celui qui veut qu'il croit, que celui qui veut qu'il ne croit pas. Keïta a dit ce qu'il avait à dire. Lui ne dépasse pas. Là où Dieu dit de s'arrêter là, Keïta s'arrête là et puis c'est fini. Il ne fait pas commentaire encore. Donc, photocopie est le plan depuis toujours de Ouattara. Quand il a dit, je lui ai demandé pardon pour qu'il soit candidat, tout était clair. Les Ivoiriens n'avaient pas compris. Voilà Bob qui arrive. Et le fameux Bob, permettez-moi, pourquoi ce criminel est un bâtard de la pire espèce? Bob et son bâtard de procureur, Barman Kone. Barman Kone. Donc, désormais, appelez-le Barman Kone, parce que c'est son nom. Barman. Barman. Voilà ce que je viens ici. Ne soyez pas pressés. Je vais vous emmener ici.
En Yémen, l'opposition est faite pour enlever le président Ouattara au pouvoir. L'opposition ne peut pas. Il faut que l'opposition comprenne. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas enlever le président Ouattara. Vous postez des vidéos, nous on chicote roquette. Ama Bonyama Bebotine. C'est pas tout, hein. Maintenant, on a écouté ça. C'est pas ça? Ça va. Écoutez bien, on continue. On continue, on continue. Voilà. Écoutez ça. Oh, merde. Toi, tu sais quoi ça? Quelle est cette merde-là? Pourquoi tu veux me sortir dans mon truc? Ah. Donne-moi une seconde, hein. Où est ça? Il y a ça que je veux faire écouter. Où il est? Où il est? Non, 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 je ne veux pas. Donne-moi une seconde, c'est pas ça, c'est pas ça. Il y a un élément qui m'intéresse que je voudrais vous faire. Il a dit quelque chose qui nous intéresse tous. Donne-moi une seconde, hein. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Oh là là, c'est pas là-bas, c'est ici. Ok. Je viens ici rapidement. Donne-moi une seconde. Voilà. Voilà. Vous allez écouter ça. Voilà, on va écouter ça. Nous, les guerriers de la rue, on a une manière de torpiller une personne avant de le tuer. Vous savez, quand moi j'étais au pays, avant d'achever une personne, je cherchais d'abord à couper tous ces deux pieds, les nerfs qui sont... Et ces deux... Vous commencez à comprendre pourquoi j'ai dit que le procureur Barman Koné est un criminel. Il est au service du crime organisé. Le crime de l'État. Un procureur qui ment. Un procureur qui vole. Qui envoie ses gens se voler sur les gens qu'on va enlever par les camps. Vous croyez que tout ce que les encagoulés volent sur les gens là, vous croyez que ça va où? Ils vont faire le point à Barman d'abord. Donc ici, le procureur est un criminel et je voudrais que cette vidéo-là, ce que je fais aujourd'hui, que cela reste comme un témoignage éloquent de la prise de participation du soi-disant procureur au crime organisé pour tuer les Ivoiriens. Bob, le soi-disant Bob, le criminel, qui confesse ici comment il tuait les Ivoiriens. Il se rend en Côte d'Ivoire. Il est reçu avec honneur, faste, logé dans un hôtel 5 étoiles. Il a des rendez-vous, des rencontres secrètes avec qui? Avec le ministre de la Défense, le ministre d'État, le futur président de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que le procureur maudit, criminel, voleur, assassin a les couilles en place pour interpeller Bob? Hein? Et en plus, Bob menace encore. On a arrêté le jeune Ziggy, qui n'a pas parlé comme Bob. Ziggy a été arrêté. Il n'a pas parlé comme Bob. Aïe, 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 aïe. Ivoirien, peut-être que vous êtes beaucoup trop pressé pour voir la main de l'Éternel frapper Ouattara. Permettez-moi encore de vous faire voyager. Voyager pas dans le temps, pas dans l'histoire, mais voyager dans le rappel des faits qui vous permettront de comprendre lorsque la foudre de l'Éternel va s'abattre demain sur le RHDP. Que point personne ne dise pourquoi c'est vilain. Tiens, donc Dieu pouvait faire ça. Demain, vous allez dire ça. Est-ce que Dieu pouvait faire ça? Mon ami Rose, le nom, je ne peux pas bien le lire. Rose, de dire quelque chose. Tu écris en commentaire, le procureur a un parti pris.
Tu n'as pas encore compris. Il n'a pas un parti pris. Non. Il est dans le parti. Il est concepteur du parti. C'est lui qui réalise le parti. Donc, il n'a pas pris. Il est membre. Il est plus que tu ne peux l'imaginer, mon frère ou ma soeur. Nous avons le droit de déshabiller cette merde, cette canaille appelée procureur. Ce voleur, ce criminel sans foi ni loi, que Dieu te brûle en enfer, que ta part soit l'humiliation et la chute, que Dieu ne t'épargne point. Écoutons encore. Là, on a une manière de torpiller une personne avant de le tuer. Vous savez, quand moi j'étais au pays, avant d'achever une personne, je cherchais d'abord à couper tous ces deux pieds, les nerfs qui sont derrière ces deux pieds-là, derrière ces talons-là. C'est les nerfs, moi je prenais ma chaîne pour couper. Et je n'ai rien à foutre. Il y a plein de personnes Côte d'Ivoire aujourd'hui sont handicapées. C'est moi qui fais. Voilà. Bâtard de barman la tchéou, Nyamukodi de barman la tchéou, imbécile de barman la tchéou. Il est à Abidjan, ce monsieur, en ce moment où je vous parle. Il est à Abidjan. Son billet d'avion a été payé par photocopie. Il est arrivé à la veille des élections. Et c'est lui qui est en train d'organiser avec Amoudé la répression qui a été promise par photocopie. Il y a une minorité qui s'agite. On va les gérer. Parce que Bob était déjà en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas... Ah, Bob n'est pas en Côte d'Ivoire. Ah, alors, permettez-moi, je vous en prie. Bob, tu es où là? Où est ton arrivée en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut voir ton arrivée en Côte d'Ivoire? On peut voir l'arrivée de Bob là? On va voir l'arrivée de Bob en Côte d'Ivoire. Hein? Je vous permets de voir comment il était ovationné Bob. Comment il est arrivé en Côte d'Ivoire. Où ça y est même? L'arrivée de Bob en Côte d'Ivoire. Où ça y est? Je vais vous amener je vais vous amener à regarder l'arrivée de Bob en Côte d'Ivoire. Où ça y est? Hey, hey. Où est l'arrivée de Bob en Côte d'Ivoire là? Où ça y est? Donne-moi une seconde. Je vais vous faire danser un peu. Il est arrivé Bob. Vous voulez voir comment il est arrivé? Où tu es même? Où tu es même Bob? Où tu es même? Mais tu es parti où? Je vais te voir plus, je te vois plus. Ah! Donne-moi une seconde. Je vais vous montrer comment le RHDP l'a reçu en fast, en pompe. Hein? Donne-moi une seconde. On va rapidement... Donne-moi une seconde. Vous allez voir ça, je crois que c'est pas loin. Il doit être où il est même. Oh, mais pourtant c'était la touchite là, j'avais regardé, je pensais même que j'avais pu. Ah, voilà ça ici, voilà. Voilà. Voilà son arrivée. Donc, procureur, tu n'as pas vu ça. Barman. Celui qui dit je coupe les tendons avant d'achever. C'est Bob, il est là. Regardez, il a été bien accueilli par le RHDP. Est-ce que vous avez encore besoin de comprendre quelque chose ici? Hein? C'est la question. Est-ce qu'on a besoin encore de vous dire que c'est un parti de criminels, d'assassins, de voleurs? Mais là, Bob est là, il est content, il est heureux. Barman, procureur, tu es où là? On aurait souhaité te voir, monsieur le procureur. On aurait souhaité te voir. Barman connaît, tu es où là? Donc, Bob le mannequin est bel et bien à Abidjan. Et ce n'est pas tout, hein. Voilà ce qu'il va dire encore. On va revenir. Puisque
Le show, là, c'est pour le procureur. Ne soyez pas pressés. On va revenir encore sur on va revenir encore, hein? On va revenir rapidement sur, permettez-moi, on va écouter ça aussi, c'est important. On a écouté Bob ici, non? On va l'écouter ici. On va l'écouter ici, où il met en garde. Ouais, cette partie-là même, là. Où il dit aux gens, si vous êtes garçon, sortez, on va faire ça, on fait ça. Bon, je ne retrouve pas trop cette partie. Donc voilà ça ici aussi, c'est là. L'opposition est faite pour enlever le président Ouattara au pouvoir. L'opposition ne peut pas. Il faut que l'opposition comprenne. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas enlever le président Ouattara. Vous postez des vidéos, nous chicote roquette. Ama bonya mabe botene. Donc, si je comprends bien, vous sortez, en fait, vous faites les vidéos, nous on envoie les roquettes. Donc, il confirme que en 2010, l'attaque qui a eu lieu sur le marché d'Abobo, en réalité, ce n'était pas la FDS de Laurent Gbagbo. En 2010, ce qui s'est passé à Bobo, les FDS n'avaient rien à voir dedans. Waouh. Non, c'est juste le bon sens. Alors, il est là, mais le procureur sait qu'il est là. Et c'est le procureur qui dit ceux qui vont poster des messages haineux. Il a eu même l'audace, le toupet même d'aller écouter ceux qui ont parlé lors de cette grande marche de mobilisation du Front commun. Il a même eu le courage de dire qu'il y a des gens qui ont tenu des propos xénophobes par-ci, par-là. Mais quand les gens disent « on djouladé en français simple, nous les petits djoulels, on préfère mourir que de laisser notre frère Ouattara quitter le pouvoir. Ce n'est pas de la xénophobie, petit procureur, barman procureur, comment tu appelles ça? Ce n'est plus une question d'idéologie, mais c'est devenu une question d'ethnie. Puisque dans même les petits idiots confondent le djoula et le musulman. Un djoula, enfin c'est une déformation linguistique, sinon le djoula ça veut dire commerçant. L'expression djoula c'est commerçant, d'accord? Maintenant, on a placardé ça sur le dos d'une ethnie, pour dire que ce sont les djoulas, mais en réalité c'est pas ce sont. L'expression juste, c'est l'appellation juste, pardon, c'est Bambara. Sinon le djoula, c'est la dénomination qui signifie commerçant. Alors, et malheureusement, djoula, là encore, les gens pensent que quand tu es djoula, tu es forcément musulman. Donc, on a collé ça aussi à l'islam. Alors, vous voyez ce qui est intéressant ici. Tout ce qui parle, on sait de quoi il parle. Quand le président de la République lui-même traite les Ivoiriens de chiens, et que le procureur n'est pas ému, le procureur trouve ça normal. Et quand son fils adultère, le Daniel de photocopie, dit qu'on va les gérer, le procureur pense qu'il ne faut pas appeler Ténébrème à lui poser la question, qu'est-ce que tu entends par gérer? Et quand des gens comme Bob et bien d'autres qui ont commis les crimes à Nayo et dans d'autres régions, affichent leur visage et admettent, reconnaissent que c'est eux qui ont commis ces crimes et décrivent avec précision que c'est eux qui ont commis ces crimes. Et le procureur, il est où là? On ne le voit pas. Donc, c'est un procureur qui est au service du crime organisé. Il est criminel lui-même, il fait partie du crime. Donc, frères ivoiriens, sœurs ivoiriens, j'ai échangé hier, juste une petite parenthèse, hier j'ai échangé avec une de nos sœurs qui réside aux États-Unis, je crois bien. Ouais. On a échangé et elle me disait, bon, elle m'a fait cas d'une situation, je lui ai dit ceci. Au sein de l'AES, nos présidents, nos responsables, nos dirigeants, nos ministres ou peu importe l'autorité en question, ne vont jamais dire aux Ivoiriens, venez, on va vous organiser pour aller attaquer Ouattara.
vous ne verrez pas ça. Blaise Compaoré a toujours nié son implication dans la crise ivoirienne, la tentative de coup d'État qui s'est transformée en rébellion. Tout le monde sait que c'est Blaise Compaoré qui tirait les ficelles, c'est lui qui achetait les armes sur le marché noir, les faisait venir au Burkina et les donnait à la rébellion. Donc, ce qu'il faut retenir, nous, à l'AES, aucun président ne va vous dire faire ceci, faire cela. Mais par contre, on va faire exactement ce que fait l'homme blanc. C'est-à-dire que vous voulez cogner, nous on tourne le regard, on fait comme on n'a pas vu. C'est ce que j'ai dit à la dame. J'ai dit, nous là, on va jamais dire que venez, on va faire ça, on va faire ça. Non, on le fera, tu ne verras jamais. Mais ce que nous on va faire, nous, quand on entend qu'il y a des Ivoiriens qui sont quelque part là, qui sont en train de s'apprêter pour aller contre Ouattara, on fait comme on n'a pas entendu, on tourne le regard, on fait comme on ne voit pas. Ça seulement on peut faire. C'est-à-dire qu'on ne vous dira pas aller, on ne vous dira pas de ne pas aller, on fera comme si vous n'avez jamais été sur notre territoire, on ferme les yeux, et puis on passe à autre chose. Si on nous pose la question, on dit, bon, le territoire est trop grand, on ne savait pas qu'ils étaient là. Et puis vous allez vous faire ce que vous avez à faire, vous faites tomber Ouattara. Ça, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, il faut que les Ivoiriens se mettent en tête que personne ne viendra faire leur palabre à leur place. Personne. On a tué à Madagascar plus qu'en Côte d'Ivoire. Là-bas, ils n'ont pas arrêté. Le seul problème des Ivoiriens, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi la lutte a du mal à décoller. Je vais vous expliquer. Mais permettez-moi de vous présenter ces quelques cas de figure pour que vous compreniez bien. Tout récemment en Tanzanie, on a tué en Tanzanie, c'est-à-dire le Népal, Madagascar, quel autre pays là, tout ça réuni, le Cameroun. Le nombre de morts de ces trois pays-là n'a même pas la moitié de ce que les Népalais ont vécu. Au Cameroun, là, il n'y a pas eu 200 morts actuellement au Cameroun. Au Népal, on n'a pas eu 500 morts. Madagascar, on n'a pas eu 400 morts. Mais aujourd'hui, en Tanzanie, on avoisine les 1500 morts. Mais malgré ça, les Tanzaniens refusent de laisser tomber. Les Tanzaniens refusent de baisser les bras. Ils vont jusqu'au bout. Les Tanzaniens, pourquoi ils ont réussi? Les Népalais, pourquoi ils ont réussi? Les jeunes malgaches, pourquoi ils ont réussi? Voilà trois pays qui apparemment ont le même mode opératoire. Écoutez très bien. Cependant, au Cameroun, il n'écoute que la voix d'un seul homme, le vainqueur véritable des élections. Et le Cameroun, ce qui est intéressant au Cameroun, l'armée elle-même est divisée, puisque il y a une fraction de l'armée qui a vu que les gens intervenaient. C'est-à-dire des tireurs d'élite étaient positionnés en face de la résidence de M. Tchiroma et ils tuaient les gens. Donc l'armée une partie de l'armée républicaine en tout cas, qui était au courant des faits, puisque les mémos passent, ils lisent les ordres donnés, ils sont au courant des ordres qui sont donnés. Donc c'est ceux qui sont même au sein même de la chaîne de commandement que personne n'ignore, que personne ne connaît. Ils ont des éléments sur le terrain, c'est eux qui ont demandé à leurs éléments de faire sortir Issa Tchiroma de chez lui, pour aller le mettre dans un endroit sûr, lui permettant de donner les ordres, lui permettant de parler. Donc Issa Tchiroma, il l'enlève chez lui, l'armée l'a mené quelque part où il est sécurisé, personne ne sait où il est, mais en tout cas il n'est plus chez lui à la maison, puisque chez lui, il mettait sa vie en danger et la vie de sa famille. Déjà, quelques membres de sa famille ont été enlevés par le pouvoir en place. Alors, est-ce que vous pensez que Biya pourra gouverner encore le Cameroun? C'est ça la grande question. Mais en Côte d'Ivoire, on a l'impression que c'est un peu comme le Cameroun. Mais ce n'est pas parce que Issa Tchiroma a participé aux élections. Gbagbo Laurent, quant à lui, n'a pas participé aux élections. Mais il est clair. Donc, chaque fois, ce sont les manifestations qui leur donnent les marches qui prennent 2-3 jours et puis après, pap, ça s'arrête. Je voudrais dire aux Ivoiriens, vous voulez impliquer Laurent Gbagbo jusqu'à un certain niveau, mais jusqu'à quel niveau voulez-vous que Gbagbo Laurent mette sa vie en danger pour vous?
Jusqu'à quel niveau voulez-vous que Gbagbo Laurent mette sa vie en danger pour vous? Je peux dire, dans ce combat aujourd'hui, là, à l'exception de Simone, Bion, Melo et autres qui ont trahi, mais les étudiants aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont les plus grands traîtres. Je le répète, les étudiants en Côte d'Ivoire aujourd'hui sont les plus grands traîtres. Parce que le combat qui se mène là, si ça aboutit, les étudiants vont bénéficier plus que tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, les étudiants, là, c'est pas une vie qu'ils mènent, c'est pas des études qu'ils mènent. Ils sont conscients mieux que quiconque que ce qu'ils font. Alors, ils ont essayé de briser la dynamique des étudiants. Alors, quand on est étudiant, on réfléchit, on raisonne, on anticipe. Est-ce que Ouattara peut empêcher les étudiants de se manifester? Est-ce que Ouattara peut empêcher les étudiants? Les étudiants peuvent organiser la clandestinité et puis rejoindre le mouvement. Les étudiants doivent sortir. Les étudiants doivent être impliqués. La plupart du temps, ce sont les étudiants qui font tomber le pouvoir. Et Ouattara a fait tout pour que les étudiants soient contrôlés. Alors, ce n'est pas fini. Ce que je voudrais vous faire écouter, c'est ceci. Vous allez comprendre tout de suite la gravité de la situation. Je vous amène ici. Je vous amène ici. Écoutez ça. De 3 heures du matin, vous le savez, chers spectateurs, et sinon, plusieurs détonations ont été entendues sur le territoire burkinabé, tout près de la frontière avec la Côte d'Ivoire, principalement dans la localité frontalière d'Anda, où sont stationnées les forces de défense et de sécurité ivoiriennes. Depuis donc ce poste d'Anda, les forces des soldats ivoiriens ont... Alors, vous avez tous entendu ça, des coups de feu, des tirs du côté du Burkina. Et les Ivoiriens ont pris, ils ont mis sur leur tête. Ils ont fallu. Ils ont parlé, on les a entendus. Mais avant de revenir sur ça, avant de revenir sur cet élément, il y a un point que je voudrais soulever avec vous. Dieu merci, j'ai pu soulever ce point avec certaines personnes dans des discussions privées, mais je n'ai pas abordé ça publiquement. Quand les Ivoiriens se posent la question, si la France a la main dans ce que fait Ouattara aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce que la France, il semblerait rester silencieuse. Beaucoup se posent la question, est-ce que ah, oh mais c'est pas ça. Vous posez beaucoup de questions. Est-ce que je vais vous dire sans l'ombre d'un doute, avec la plus grande clarté et la plus grande honnêteté. Je n'ai ni l'âme d'un traître, des manipulateurs, mais c'est par rapport à mes prises de position claires, limpides, que je suis par moments attaqué. Mais acceptez ça, ça fait partie du jeu. L'armée française qui a quitté le 43e Bima, Port-Bouilly, pour se déployer à 2 niveaux en Côte d'Ivoire. Centre-Nord et le Nord. Je n'avais pas compris cela. C'est vrai, j'ai dit que cette position permettait à la France de nourrir ses ambitions de déstabilisation en informant, en renseignant, en finançant et en équipant les terroristes. Ce qui est 100% vrai. Mais il y a un autre élément que je n'avais pas pris en compte jusqu'à un moment récent. La situation en Côte d'Ivoire. Et j'ai regardé, je n'avais pas compris le déploiement de l'armée française. Je l'avais limité seulement au niveau du terrorisme. Mais c'est pas vrai. Ce n'est pas seulement ça. Ouattara, qui est un terroriste lui-même, un ancien rebelle lui-même, il sait que c'est parce que Gbagbo Laurent n'a pas suffisamment fermé les frontières terrestres au niveau de Bouna que les gens ont pu attendre. Hein. Les terroristes, là, vous savez, ils sont pas passés par le Mali et puis aller à Bouaké. Non, 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 ils sont rentrés par
Bon, je vais vous montrer la carte de la Côte d'Ivoire. Permettez-moi, comme ça, peut-être vous... Où est mon truc là? Oh, ok, c'est pas grave, il y a mon... Je vais vous montrer la carte de la Côte d'Ivoire. Permettez-moi. Il faut que... Ok, la carte de la Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer. Oh là 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 là. Voilà, la carte de la Côte d'Ivoire. Permettez-moi, je vais vous montrer. Ok. Où sont les pays? Je vais chercher une bonne carte. Puis je vois où les pays sont marqués. Ah. Voilà. Je vais vous montrer un peu quelque chose d'intéressant. Voilà. Là. Ok. D'accord. Ça marche bien. Burkina. Ok. D'accord. Pardon. Voilà. Ça marche bien. Alors, je vais vous montrer pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi? Et vous allez comprendre le déploiement de l'armée française. Regardez bien ici. Après, chacun peut aller sur Google et puis, oh là là, c'est pardonné, excusez-moi. Chacun pourra aller après, hein, et puis avoir la carte, d'accord? Alors, ici, c'est le Burkina qui est là. D'accord? Le Burkina est là. Et le Mali est quelque part ici. Donc, et là, vous voyez, c'est le Ghana qui est là. Donc, le Burkina, pour entrer en Côte d'Ivoire, ouais, ça c'est Bondoukou, ça c'est le Zanzan qui est là, hein. Tout ça là. Alors, ils prennent comment? Les rebelles qui étaient au Burkina, ils font comment? Ils logent ils rentrent ici, doucement, hein. Ils rentrent tout doucement. Ils traversent la Côte d'Ivoire tout doucement jusqu'où? C'est ici, ils étaient au Burkina. Ils passent par ces endroits-là, ici. D'accord? Ils ne peuvent pas venir par ici, sinon ils seront interceptés par, comment on appelle ça, la douane ghanéenne. Donc, ils rentrent en Côte d'Ivoire, mais ils évitent Bondoukou. Bondoukou qui est une ville garnison. Ils évitent Bondoukou parce qu'il y a un camp militaire à Bondoukou. En tout cas, à l'époque, il y avait un camp, je crois qu'il y a toujours un camp. Donc, mais le camp militaire de Bondoukou, quand vous allez, il n'y a rien dedans. Il y a rien fouetté. C'est les militaires qui sont là-bas. Mais il n'y a rien. 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 Je vous dis rien. S'il y a un militaire qui m'écoute, il n'a qu'à sortir me dire. En 2002, là, quand les gens descendent là, même maintenant, faut écouter. Donc, c'était facile pour eux. Donc, ils sont passés par, d'abord Bouaké, ils ont organisé, ça c'est au dîner. Alors, voilà Bouaké qui est là, Bouaké est là. Alors, posez-vous la question, comment, ici c'est Bouaké, hein, d'accord? Voilà, ça c'est Bouaké qui est là. Mais alors, il vient d'où là? Il vient de Burkina Faso qui est là. Donc, ils logent, ils prennent ils passent un peu puisque c'est les gens qui connaissent un peu la Côte d'Ivoire, donc ils passent un peu dans les endroits camouflés, pap. Ils arrivent à la lisière, ils passent par Aniamant, tout ça et autres, ils s'organisent bien, ils préparent leur retraite, parce que s'ils veulent leur retraite, c'était pas prévisible, parce que pour eux, ils allaient tuer le président Gbagbo, prendre le pouvoir. Donc, ils rencontrent tout de suite une résistance farouche. Alors, est-ce qu'ils doivent remonter par les voies qu'ils ont pris pour venir? Ils font ça, on va les tagnarder au niveau de Adzopé, à Bangourou, tout ça. Ils ne pourront pas remonter par le Burkina, puisque la question n'était plus de retourner au Burkina. Ils ne peuvent plus retourner au Burkina. Sinon, Blaise allait être épinglé. Donc, ils quittent le Burkina, ils ne peuvent plus retourner au Burkina. Donc, il faut faire quoi? Il faut trouver un endroit tout de suite où ils peuvent se replier. Donc, dans leur fuite, il y a beaucoup qui sont tombés, beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Et quand ils ont pu regagner Bouaké, Gbagbo Laurent arrive en Côte d'Ivoire. Il demande, puisque le premier chef d'état-major a montré qu'il n'était pas en mesure d'organiser une contre-offensive. C'est Mangou qui s'était proposé à l'époque d'organiser cette contre-offensive. Et la Côte d'Ivoire s'était organisée et c'est la France qui les a arrêtés net. Au niveau de, quand vous dépassez un peu Yamoussoukro, la France, je crois, avant ou après Yamoussoukro, quelque chose comme ça, la France les a empêchés d'aller. Alors, posez-vous la question. Comment est-ce que la France n'était pas impliquée dedans? La France, quand Gbagbo a demandé l'intervention de la France a dit c'était quoi? C'était un conflit armé interivoirien. Donc, la France n'intervient pas puisque l'agression n'était pas extérieure. Mais pourtant, l'agression était bel et bien extérieure. La France dit qu'elle ne va pas intervenir. La France refuse d'intervenir. Et curieusement, la même France
s'oppose à ce que l'armée ivoirienne monte vers les terroristes à Baké. Vous voyez le double langage de la France là? Elle qui dit on ne peut pas intervenir, c'est une crise ivoiro-ivoirienne. Mais maintenant que l'armée ivoirienne s'est réorganisée et lance la contre-offensive, elle est stoppée net. Et attention, l'armée française sort les gros moyens, je vous en prie. Ce n'est pas qu'elle a dit la même chose qu'elle a faite au Mali ici. La même chose. Quand notre premier ministre à l'époque, Moussa Mara, était attaqué à Kidal, et que l'armée malienne dit on ne peut pas permettre que le Mali soit humilié, qu'on mette la main sur notre premier ministre, l'armée malienne, avec le peu de moyens qu'elle avait, décide d'aller en renfort. L'armée française envoie un message radio à Bamako. Bamako donne l'ordre de ne pas aller. Les militaires disent ordre là seulement, on ne va pas respecter. Nous, on s'en va. Vous comprenez la gravité de la situation des présidents, soit démocratiquement élus? Mais je ne veux pas Dibeka, s'il vous plaît. Ils ont dit non, ils vont aller. Le ministre de la Défense a parlé, ils disent niet. Le chef d'état-major dit niet, on s'en va. Et puis vraiment, ils se sont mis en route. La France a vu qu'ils n'ont pas écouté l'ordre de la hiérarchie. La France a fait quoi? La France a fait décoller ses rafales et puis ses hélicoptères, comment ils appellent ça, mais Apache ou bien quoi là. La France a fait décoller ces choses, ces avions rafales, pour survoler et puis faire des tirs de sommation en l'air, pour empêcher nos militaires d'aller secourir leurs frères d'armes qui se faisaient tuer. Parce qu'eux, ils étaient partis en visite, ils n'étaient pas partis lourdement armés. Ils étaient armés légèrement. Ça, c'est le rôle de la France. C'est cette même France qui s'est opposée quand l'armée ivoirienne voulait monter sur la rébellion. C'est cette même France qui, aujourd'hui, en prévision des élections d'octobre 2020, ce que personne n'a vu. Moi, ce que j'avais vu de mon côté, c'est qu'ils vont apporter un soutien aux terroristes. C'est ce que j'avais vu, c'est ce que j'ai compris. Mais c'est quand j'ai poussé ma réflexion hier, je dis, mais attends. Pourquoi l'armée française est là-bas? Et je me suis rendu compte que Ouattara a demandé volontairement et de façon exprès. Même si Macron et Ouattara, ils ont essayé de nous bluffer, de nous mentir dans des utilisations perfides de langage. C'est non, on a demandé, non, c'est non, on est parti. Tout était faux. Ils se sont installés dans le nord pour d'abord contrôler toutes les communications, parce qu'ils se disent, si des gens veulent venir attaquer la Côte d'Ivoire, si les Ivoiriens veulent s'équiper, ils seront dans le nord. Le sud du Mali, le sud du Burkina, certainement. Ils ne sont pas dans la capitale, à Bamako ou à Ouagadougou. Certainement, ils vont s'organiser dans les zones périphériques et puis descendre sur Abidjan pour faire ce que Ouattara a fait en 2002, faire la même chose en 2025. Donc, en déployant l'armée française, si vous descendez, vous n'allez pas ressortir vivant. Donc, Ivoiriens, vous voyez, ça c'est Dieu qui me permet de comprendre ça aujourd'hui, de vous expliquer. Vous qui dites, pourquoi les gens ne viennent pas? Pourquoi on ne peut pas faire ce que Ouattara Fadaka fait la même chose? C'est parce que vous n'avez pas encore toutes les cartes à main. Et Eli Pada a dit quelque chose que vous devez retenir. Il dit, le Seigneur dit qu'il ne veut pas un bain de sang. Mais c'est vrai. Ce que nous avons vu là, il ne faut pas se blaguer. Faut pas se blaguer. Ce que le monsieur a préparé là, vous n'avez aucune idée. Wallah, vous ne savez pas ce qu'il a préparé. Un président qui ne se gêne pas de dire ce sont des chiens. Un président qui dit au procureur, tu ouvres ta sale gueule, je te liquide. Ils vont tuer sur mon nom de toi, tu la fermes. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que cela veut dire pour autant que tout est perdu? Non. Non. Il y a une façon de faire changer les choses. Ce que les gens veulent voir, c'est-à-dire des rebelles prendre les armes à partir de l'AES et puis descendre sur la Côte d'Ivoire, je ne suis pas certain que vous puissiez voir cela, en tout cas. Au regard de ce qui se passe et au regard de ce que la France a déjà planifié dans le nord de la Côte d'Ivoire, la France s'est bien installée. Depuis que l'AES a été créé, Ouattara savait que les bêtises qu'il fait, il peut les retomber, il pourrait avoir les conséquences. Donc, installer l'armée française au nord de la Côte d'Ivoire permet à la Côte d'Ivoire de recueillir des informations et d'être certain. Mais ça, c'est le calcul des hommes, c'est pas le calcul de Dieu. C'est pas le calcul de Dieu, c'est le calcul des hommes.
Je vais vous raconter encore une petite histoire que vous connaissez peut-être que vous n'avez pas fait attention. En ce moment-ci, en Ukraine, il y a une ville stratégique qu'on appelle Povkross, je crois, Povkross. La ville ne compte que, à l'origine, ce n'était que 60 000 habitants. Alors comment une ville de 60 000 habitants peut être un endroit stratégique et pour la Russie et pour l'Ukraine? Depuis que la Russie a commencé à bombarder la ville, aujourd'hui on a à peu près 12 000 personnes. Et la ville, je crois qu'elle est déjà tombée ou sur le point de tomber. Parce que c'est de par la position stratégique de cette ville qu'elle sera d'un atout essentiel pour la Russie pour contrôler tout le Donbass. Et l'Ukraine paie parce que c'est un point de passage pour l'Ukraine pour pouvoir alimenter tous les soldats au front. Donc en perdant là-bas, c'est fini. Mais attention, là-bas aussi, il y a une situation qui s'est passée. Puisque l'Ukraine n'a plus de soldats, l'Union européenne et l'OTAN ont envoyé des soldats. Oui, discrètement, ils ont envoyé des officiers supérieurs, des sous-officiers et des soldats. Et à l'heure où je vous parle, l'Ukraine a tenté en envoyant ses forces spéciales pour pouvoir briser l'étau russe et libérer les officiers et sous-officiers de l'OTAN et de l'Union européenne. Toutes les tentatives ont été vouées à l'échec et les gens les ont allumés. La Russie est sur le point, je crois qu'au moment où je quittais, la Russie avait déjà mis la main sur eux ou sur le point de mettre la main sur l'ensemble de ses officiers, sous-officiers, soldats de l'OTAN. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que ils avaient planifié, eux, croyant pouvoir battre Poutine. Vous avez entendu tous les slogans. Vous avez entendu tous les narratifs. Mais Dieu n'avait pas parlé, c'est eux qui parlaient. Et à l'état actuel des choses, Poutine, vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent il y a bien longtemps, je vous ai dit cette guerre, ce sera une guerre d'usure. Ça veut dire quoi? Poutine n'est pas prêt à aller plus vite que nécessaire. Il va faire traîner la guerre, pour s'organiser lui-même. Si jamais il y a une grande guerre, pour être prêt. 2, pour affaiblir les soutiens de l'Ukraine. Les amener à donner plus d'armes, plus d'argent. Donc, il va faire traîner tout ça. Donc, merci le patriote, quand Poutine faisait ça, Poutine voulait user, c'est-à-dire fatiguer. À l'état actuel des choses, il ne peut plus donner des armes à l'Ukraine. Même quand il donne, ce n'est pas suffisant. Et dès que les armes arrivent à Odessa, je crois, au port, automatiquement c'est parti. Il a d'abord détruit les rails, il n'y a plus de trains. Les trains, avant c'était pas les trains Pologne pour rentrer en Ukraine. L'armée russe a détruit toutes les voies ferroviaires à ce niveau. Donc tout ce qu'ils font, c'est par voie maritime. Et la voie maritime aussi, Poutine a placé quand même, c'est le premier à aller sur la Lune. Il a des satellites partout. Il ne parle pas beaucoup, donc ces satellites surveillent le port d'Odessa, matin, midi, soir. Il n'est jamais pressé. Quand les gens finissent de décharger les conteneurs, ils les chargent. Au moins, les conteneurs sont prêts à prendre la route, on les pulvérise. Donc, l'aide n'arrive plus, tout est gâté. Mais il a fait exprès. Pendant que lui, il relance sa machine de guerre, la production d'avions, de missiles hypersoniques, des avions furtifs, des armes de 6e génération, 7e, appelez ça comme vous voulez. Jusqu'au point où Trump s'est assis et puis il a crié à la Maison Blanche et dit on est mort. Ce gars-là, il est en avance, ça fait plus de 50 ans. Il est en avance sur nous, il y a plus de 50 ans. La Chine, alors, on n'en parle pas. Donc Trump dit, on sort de tous les accords, commencer la production d'armes massives. Mais ils ont donné beaucoup trop. Donc il ne peut plus aller à cette guerre avec la Russie, qui a récupéré plein de technologies aussi. Quand ils envoient leur matériel en Ukraine, les Russes s'arrangent à récupérer parmi ces armes-là des armes intactes pour aller les utiliser, comme le capitaine Ibrahim a dit, acheter votre moto et puis démonter, et puis ensuite de remonter. Donc, quand ils amènent dans leur laboratoire militaire, on démonte tout, et puis ils voient la technologie, ils perfectionnent pour eux. Et ils ont compris ça.
C'est une des raisons pour lesquelles ils ne veulent plus donner d'armes à l'Ukraine, parce que l'Ukraine n'arrive plus à utiliser correctement. La Russie prend tout. Et la Russie est en avance sur eux. Donc, en Côte d'Ivoire, quand vous installez une base militaire dans le nord de la Côte d'Ivoire, évidemment, Ouattara sait très bien. Donc, ce que je cherche à dire ici, vous avez un procureur criminel, un procureur maudit, un procureur bâtard. Je l'ai dit, je le répète, cela n'engage aucun procureur, seulement nous parlons du procureur voleur, l'associé des criminels et des assassins. Quel procureur digne de ce nom dans un pays de droit? Vois celui qui a dit, j'ai tué les Ivoiriens, mais avant de les tuer, je coupais leurs tendons. Et le voir, s'il est garçon, barman, si tu es garçon, tu bandes comme Tama Robert, il faut appeler Bob le mannequin. Si tu es garçon, tu vas savoir qu'il y a Milo dans le coco. Donc voilà un procureur bâtard, dans la défouardé, un drogué, qui se dit procureur. Qu'est-ce que le jeune Ziggy a fait? Et qu'est-ce que Bob, le mannequin, a fait? Tous ceux qui ont été arrêtés pour avoir parlé au PPACI, au PDCRDA, mais Bob, le mannequin, sort et il menace, il confesse comment ils ont tué et rien ne se passe. Et vous pensez que Dieu est sourd, vous pensez que Dieu est aveugle, vous pensez que Dieu ne fera rien, vous vous trompez. Vous vous trompez. Dieu va agir. Mais moi, je ne vous dirai pas comment il va agir parce que je ne suis pas dans le secret avec Dieu. Mais ce qui me laisse entendre, dis-leur que je vais agir. Et je vais agir. Parce que tout ce que je vous présente, que Allah applique la rigueur de sa loi sur moi si je mens. Que Allah applique la rigueur de sa loi sur moi. Tout ce que je dis, où est-ce qui est faux dedans? Où est-ce qui est faux dedans? Des criminels marchent dans les rues d'Abidjan. Ceux qui ont parlé, pour avoir dit la vérité, ils sont en prison. Et vous voulez que Dieu se taise? Dieu ne se taira pas. Dieu va agir. Dieu va frapper. Mais ne me demandez pas comment. Ne me demandez pas quand. Parce que I don't know, je ne sais pas. Tout ce que je sais, quand il m'est là, je parle. La réalité, c'est ça. Nous n'avons qu'à regarder les choses. Je ne demande à personne de me croire. Mais je demande à chacun de regarder. Est-ce qu'il n'y a pas eu des crimes commis? Si oui, est-ce que les criminels n'ont pas confessé leurs crimes? Si oui, est-ce que ces criminels ne marchent pas libres en Côte d'Ivoire? Si oui, pourquoi pensez-vous que Dieu doit se taire ou fermer les yeux? Dieu va agir. J'avais dit quelque chose de ce que Dieu allait faire sur Bob, le soi-disant Bob, l'assassin là. Vous avez vu, je crois qu'il y a un monsieur qui est sorti, où il a dit que Bob sera criblé de balles, quelque chose comme ça. Moi, je ne suis pas du genre à revenir chaque fois lorsque Dieu me fait la grâce de comprendre ou d'annoncer quelque chose de sa part. Moi, je ne reviens pas toujours là-dessus. J'annonce et puis j'avance. C'est quand vous voulez convaincre les gens que vous êtes obligé de trouver des artifices pour manipuler le langage. Mais quand c'est limpide et clair, vous dites et vous partez. Moi, je m'en fous qu'on m'insulte. Je m'en fous qu'on me croie. Je m'en fous qu'on ne me croit pas. Tout ce que je dis vient de l'Éternel. En tout cas, ceux qui sont connectés là. Beaucoup parmi vous là, vous n'allez pas fermer vos yeux sans que Dieu ne vous montre. Donc, ce fameux Bob là, ce que Dieu lui réserve, c'est Dieu seul qui sait. Vous êtes pressé. Vous êtes pressé. Dieu n'est pas pressé. Je ne suis pas pressé parce que j'ai appris à marcher avec le Seigneur. J'ai appris à comprendre qu'il agit selon sa volonté. Et quand vous comprenez ça avec Dieu, vous ne souffrez plus et il n'y a plus de pression.
La question de dire, ah, Keïta, tu es jeune, tu vieillis pas, c'est parce que Keïta n'a pas le temps d'impression. Il y a un Dieu qui est là, le Dieu de la justice, il va agir. Il va agir, ça c'est sûr, c'est certain. Mais ce n'est pas tout. Je vous avais dit que j'allais vous donner ma position sur cette soi-disant élection législative où le PDCI, il semblerait, et le PPACI souhaitent prendre part. Et j'avais dit que s'ils le font, j'apporte mon soutien au RHDP. Je le dis, je maintiens ce que j'ai dit. Je ne ferai pas machine en arrière. Le jour qu'il y a un mot d'ordre du président Gbagbo Laurent pour manifester, je vais sortir et puis défendre ça. Mais leur campagne là, quand ils vont commencer leur campagne, moi aussi je vais sortir contre eux. Et puis j'ai soutenu le RHDP. C'est tout. Mais d'ici là, si leur pouvoir tombe, alhamdoulilah. Mais si ça tombe pas là, je vais les soutenir. Parce que moi je vois pas pourquoi. Il y a des gens même qu'on n'a même pas encore enterrés. Et vous parlez déjà de participer à des législatives. On ne veut pas les laisser seuls. Mais si tu les laisses seuls là, ça fait quoi? Si tu n'es pas dans l'élection cette année-là, ça va te tuer. Ou bien vous allez pour gagner argent là-bas. C'est ce qui est plus sûr de gagner. Ou bien vous allez, l'argent qu'on va vous donner là. Mais je ne sais pas c'est combien. C'est 5 millions ils ont, ou bien c'est 3 millions, c'est 2 millions qu'ils ont par mois. Un passeport diplomatique. Ça veut dire que vous allez à une élection, vous n'êtes même pas certain d'être majoritaire pour changer les choses. Parce qu'au moins, si vous savez que vous pourrez être majoritaire et puis bloquer l'Assemblée nationale, les Ivoiriens vont voter pour vous. Et puis vous bloquez l'Assemblée, vous bloquez Ouattara. Mais Ouattara, tel qu'il est criminel, vous bloquez Ouattara une fois, deux fois, il va dissoudre l'Assemblée nationale. Il a le pouvoir de faire ça, c'est le président. Mais c'est moi, je vous dis, vous allez à ces élections-là, PDCO, PPACO, je m'en fous même si Tidiane est candidat. Je m'en fous même si Gbagbo est candidat. Je vais faire campagne pour le RHDP. Point barre. Je reste opposant. Mais je ne peux pas me dédire. Un point, c'est tout. Si vous ne participez pas cette année aux législatives, là, vous allez mourir ou bien quoi. Maintenant, vous nous avez dit, en 2020, on ne veut pas les laisser seuls. Mais vous avez changé quoi? Dites-nous. 2020, là, vous avez changé quoi? On vous a dit de ne pas aller. Non, 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 on veut aller. Si on les laisse seuls, c'est pas bon. Vous êtes partis là, vous avez changé quoi? C'est devant vous qu'ils ont modifié les lois. C'est devant vous que Ouattara a fait sa volonté. Tout ce que vous faites, vous sautez en minorité, vous arrêtez devant l'Assemblée nationale comme des petits garçons à qui on a, des petits bébés à qui on a arraché le biberon. Vous êtes en train de pleurer ici devant le peuple de Côte d'Ivoire. Ah! Vous êtes quel genre de politiciens, vous les Ivoiriens là? Tout ce qu'ils savent faire, c'est s'arrêter, on dirait des bébés gâtés à la porte de l'Assemblée nationale, des gens qui ont arraché le biberon. Ils vont se mettre à pleurer ici dans le micro des gens. Vous croyez qu'on va vous accorder cette faveur cette année? Vous ne connaissez rien encore. Eh Allah. Voilà, vous nous connaissez mal. Moi, je ne sais pas ce que les autres vont faire. Mais moi, là, voilà ma position. Vous êtes dans ces législatives. Vous êtes candidat. Wallah, billah, je vais battre campagne contre vous. Et puis, je vais vous allumer. Je ne vais pas vous louper. Je vais vous allumer tous. Allez-y. Vous avez changé quoi en 2020? Vous n'avez même pas honte. Avant de dire, on ne veut pas les laisser ceux-là. Pourquoi vous ne faites pas votre bilan au peuple de Côte d'Ivoire? Vous avez changé quoi? Vous avez empêché Cissé, bâtard de Cissé là. Vous l'avez empêché de casser les maisons, casser les quoi là même là. Casser les maisons, casser les mosquées, casser les écoles. Vous, députés, vous avez pu faire quelque chose? Michel Gbagbo, tu as eu pour là, c'est pas devant toi, on a cassé l'école des enfants. Tu as pu changer quoi? Tu as pu changer quoi? Arrêtez de nous saouler vos bêtises là. Ah bon, allez-y. Allez-y. Vous êtes libre, non? Nous sommes libres de parler. Nous sommes parler. En tout cas, moi, je ne sais pas. Moi, je m'en fous. Les autres, peut-être qu'ils vont taper. Moi, en tout cas, RHDP, priez Dieu qui parte aux élections. Là, vous allez avoir le support gratuit de Choc Markeita. RHDP, priez Dieu. Ouais, priez Dieu. Qui n'ont qu'à aller aux élections. Vous allez avoir le soutien de Keïta gratuitement, RHDP. Ça, c'est parole de Keïta. Un Keïta ne parle pas et puis va encore, il me dit, non, c'est pas moi. Je parle et puis je fais. Et vous allez faire quoi là-bas même? Puis il y a des informations même qu'on m'a données sur le fameux Sylvestre, Aimon Sylvestre, quoi, là, le maire de Port-Boué, là.
et ou Sylvestre. Il y a des informations, comme je n'ai pas la preuve de ces informations, je ne peux pas en parler. Mais j'ai dit après, je vais demander à ma chérie Clémence pour qu'elle me situe un peu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le procureur, là, je vous dis, peuple de Côte d'Ivoire, voilà une situation que l'Éternel me montre. 2 Ivoiriens en face. Un, c'est un Ivoirien opposant qui manifeste. L'autre, c'est Bob le mannequin. Ça, c'est l'Éternel qui m'amène ça. Et maintenant, regardez ce qui s'est passé. Regardez bien. L'opposant qui est agressé, il se défend. Et en se défendant, l'agresseur est tué. Mais entre-temps, Dieu met devant moi le procureur Barman. Codé, il est là et puis... Mais entre-temps, il y a un autre opposant qui manifeste qui n'a rien fait. Et puis Bob le mannequin le voit passer, il prend machette et puis il fend sa tête. Des deux, le procureur dit, Bob n'a rien fait. L'autre qui passait là, c'est lui qui a provoqué Bob. L'opposant qui a été agressé, qui s'est défendu. Et dans sa légitime défense, l'agresseur a été tué. Donc le procureur fait arrêter celui qui s'est défendu pour protéger sa vie. Et le procureur dit à Bob le mannequin, il faut partir, c'est toi qui étais menacé. Voilà un peu l'image que Dieu me montre qui est réellement Barman Koné. Voilà l'homme qui est. Ces gens-là, je me pose la question, est-ce qu'ils ont une idée qu'ils vont mourir un jour? Le tout-puissant Ahmed Bagayoko est mort. Le tout-puissant Sa Belebele est mort, Watao. Le tout-puissant Amadou Gon Coulibaly est mort. Le tout-puissant Félix Houphouët-Boigny est mort. Le tout-puissant Henri Konan Bédié est mort. Ouattara marche, on dirait quelqu'un qui a coco. Vous connaissez coco, quand ça sort, Ouattara marche, on dirait la coco. Ou bien on dirait on a placé le bâton quelque part là. Le bâton on a mis là. Et puis il marche avec. Je me pose la question, pourquoi il marche comme ça même? Il marche courbé comme ça là même. Il y a quoi? Ouattara, tu as quoi et puis il marche comme ça? C'est pourquoi je vous ai dit, c'est un mort vivant que vous voyez. Vous détestez Keïta pour rien. Regardez comment votre président là, marche. Regardez comment il marche. On dirait que quelqu'un Coco est sorti, ou bien ils ont placé le bâton là-bas. Quand je vous ai dit que Dieu va humilier Ouattara avant de le tuer, vous n'avez pas cru à ce que j'ai dit. Ça, c'était en 2016, 2014, 2015, 2016. Non, ça a commencé en 2013, pardon. 2013, 2014, 2015, 2016. Quand je vous dis Dieu va humilier, vous étiez pressés. Ça fait 10 ans que j'ai dit ça. Et Keïta, tu as dit, on ne voit rien. J'ai une amie en France, Maria. Elle dit, Keïta, toi, tu pars toujours. Depuis, il est toujours là, on ne voit rien. J'ai dit, ton temps avec le temps de Dieu, quel était? Regardez comment Ouattara marche. C'est une humiliation. Vous n'avez, si Ouattara peut là, il va, si Ouattara peut là, Ouattara, tu n'as rien vu encore. Tu es courbé comme ça, tu marches, non? Ça, c'est le premier signe de l'humiliation. Parce que tous ceux qui sont dans la salle, quand Ouattara arrive, dans sa tête là, quand Ouattara rentre dans une audience où les gens sont assis, parce que le président, c'est lui qui rentre toujours le dernier. Donc, quand Ouattara rentre, la seule chose, là, en ce moment-là, je suis dans la tête de Ouattara, je vous dis ce que Ouattara pense quand il rentre. Quand Ouattara rentre dans une salle remplie de gens, il commence à insulter papa et maman de tout le monde dans son cœur. Il est tel. Vous regardez souvent son visage, il y a sa bouche, ses lèvres là qui bouge comme ça. Là. Ça veut dire quelqu'un qui est fâché. Quand vous êtes fâché, jusqu'à y apparaît là, vos lèvres là, ça commence à trembler façon. Il est énervé. Parce que de façon, il marche, il s'est dit que tout le monde voit sa maladie. Sa prostate est très avancée. Et le stade terminal de la prostate. Cancer de la gorge aussi, c'est stade terminal. Et Ouattara sait qu'on sait qu'il est malade. Donc quand il marche, de toute façon il marche et puis il rentre. Quand les gens sont assis là, ça fait tellement mal à Ouattara. Parce que les gens se rappellent, ils voient le même Ouattara qui était bien en forme, qui marchait et tout ça. Et puis on voit un Ouattara courbé qui marche. Il n'a rien compris encore, Ouattara. Ça, ce n'est que le début du commencement. Le vrai châtiment n'a pas encore commencé.
la frappe de Dieu n'a pas encore commencé. Comment on peut être aussi méchant, mauvais, criminel, assassin jusqu'à ce point? Alors, jeunes de Côte d'Ivoire, étudiants, femmes et enfants, les jeunes, je vous en prie, ce sera mon mot de fin, je vous en prie, surtout vous qui êtes dans les villages, si vous pouvez envoyer cette partie-là, même si vous voulez vous enregistrer la vidéo, puis vous coupez cette partie par rapport au village, tous les villages de Côte d'Ivoire en tout cas. Ce que je souhaite dire à tout le monde, à ces jeunes-là qui veulent se battre pour leur liberté, ce combat-là, vous avez 3 objectifs, chacun. Vous tous, individuellement comme collectivement, vous avez 3 objectifs. L'objectif principal, c'est la libération de la Côte d'Ivoire, la chute du régime. Mais en faisant cela, il y a 2 objectifs secondaires. Votre sécurité quand vous manifestez et la sécurité de vos parents que vous laissez derrière vous. C'est là que je rejoins mon jeune frère Suleiman Gbagbo. Si vous restez au village pour protester, fabriquez autant de cocktails Molotov que possible. Au moins, dans chaque village, ayez au minimum 500 cocktails Molotov. Au minimum 500. Vous savez, l'Esprit de Dieu m'amène à regarder le film Game of Thrones que j'aime vous parler. Game of Thrones. Vous connaissez le nez là, le nez. Il y avait cette sorcière-là qu'on appelait l'envoyé du dieu feu, quelque chose comme ça. Ils venaient attaquer, ils avaient plein de bateaux et ils venaient attaquer, n'est-ce pas, leur royaume ou un pays. Maintenant, ils ont demandé aux pyromanes de fabriquer des cocktails Molotov. Il a demandé au monsieur, est-ce qu'il y a suffisamment de cocktails Molotov pour brûler les bateaux? Il dit, il y en a. Et puis, Tyrion, voilà, Tyrion, merci beaucoup, Tyrion. Et puis, il amène Tyrion voir là où il a stocké les cocktails Molotov, là. C'était inimaginable. À l'époque, quand les gens construisaient les villes, il y avait des tunnels que les gens creusaient en bas. Ils ont rempli tout ça de cocktails. Il dit, d'accord, ça tombe bien. J'aurais besoin de ça. Et quand les bateaux ont commencé à s'approcher là, ils ont rempli un bateau complet avec ces trucs-là. Ils ont laissé le bateau s'approcher des gens et puis ils ont mis le feu. Donc tout a explosé. La débâcle était inimaginable. Moi, je ne le dis pas parce que je veux que vous attaquiez des gens involontairement. Moi, je le dis parce que vous devez préserver vos vies. Si nécessaire, si ce combat-là nécessite que les parents aillent se réfugier quelque part dans votre forêt, parce que c'est vous qui connaissez votre forêt, tendez les pièges partout. Et ces 10 petits djoulas, ils n'ont qu'à rentrer dans vos forêts. Ce que les pièges là vont leur montrer. Vous connaissez tous comment il faut tendre les pièges. J'étais dans les villages. J'ai été dans les villages. Préparez-vous. Qui va lui mener sa monture? Préparez-vous. Soyez prêts. Le bâtard de procureur ne peut rien faire. Le juge va arrêter Bob le mannequin, en ce moment il pourra arrêter tout le monde. Parce que là, Bob le mannequin il est à Abidjan. Tout le monde sait qu'il est à Abidjan. Il n'a pas qu'un, il peut même pas rêver même. Il peut même pas passer à côté de Bob mannequin. Parce que Bob est là pour une mission. Il est là pour photocopie. Ils l'ont fait quitter la France, il est venu, il ne va plus repartir. Il est venu pour rester avec eux. Il est là pour sécuriser le pouvoir qui sera donné à photocopie. On lui a déjà dit, il sait, je vous avais déjà annoncé ça, que Ouattara, ses élections, il est parti, parce qu'il sortait quelqu'un, la personne allait tomber. Lui, il va, il sécurise les élections, il passe le pouvoir à photocopie, mais ce ne sera pas lui qui va passer le pouvoir à photocopie. Il va choisir, je ne sais pas si le président, si le vice-président va rester, mais Ouattara, il va faire un remaniement à ce niveau. Il est en train de réfléchir, parce qu'il ne voudrait pas donner le pouvoir à quelqu'un, et puis la personne va refuser de donner le pouvoir à photocopie. Donc tout est calculé.
Ils vont calculer, mettre... C'est pourquoi il a dit le pouvoir sera remis à photocopie. Et c'est vrai, Ouattara est déjà mort, il est fatigué, il ne peut plus. Et tout le monde sait que c'est photocopie. Ce n'est pas Patrick Hachi, ce n'est pas Bébé Mambé, ce n'est pas ces ignares-là. C'est la photocopie. Et si photocopie prend le pouvoir, je vous jure, en un mois, il va liquider toute la Côte d'Ivoire. Ouattara c'est un criminel, ça c'est vrai. Mais photocopie est pire que Ouattara. Vous ne pouvez pas imaginer ce que photocopie peut faire s'il a plein pouvoir. Vous n'avez aucune idée. Donc, pour ne même pas que cela arrive, organisez-vous. J'ai présenté les 3 objectifs. Vous avez la chute du régime et la libération de la Côte d'Ivoire, c'est l'objectif principal. Le premier objectif, sinon le deuxième, c'est votre propre sécurité quand vous êtes sur le terrain. Le troisième, c'est la sécurité de votre maison, vos parents, ceux qui sont derrière vous. Organisez-vous au mieux et battez-vous. Quand vous allez commencer ce combat, il n'y aura pas de retour en arrière. Vous maintenez la flamme, vous restez dans les rues jusqu'à ce que le régime tombe. Mais votre problème, vous voulez absolument que c'est Laurent Gbagbo qui vous dise de faire ceci ou de faire cela. C'est ça votre problème. Vous voulez que Gbagbo vous dise, faites ça, faites ça. C'est pourquoi ce combat-là risque, si vous n'êtes pas vraiment déterminé, ça risque d'échouer. Vous allez vous faire taillarder parce que vous allez toujours attendre l'ordre de Gbagbo. Tant que Gbagbo ne donne pas l'ordre, vous estimez qu'il ne faut pas sortir. Ne liez pas ce que vous devez faire pour la Côte d'Ivoire aux ordres de Laurent Gbagbo. Préférez Balé se bat à vos côtés. Restez, créez cette, je ne sais pas comment vous le dites, mais en tout cas, il faut que cette coordination entre vous et Préférez Balé, elle n'est pas la seule. Si vous devez sortir, vous sortez. Les relais, nous, on va les faire. Parce que le monde doit savoir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, sur les plateaux de télévision, en Europe, c'est fini. Ouattara est grillé. C'est pourquoi il a honte. Il est malade. Ouattara devait aller. Mais il a honte aujourd'hui pour sortir parce que il a même honte. Il arrive peut-être que les gens vont aller. Parce qu'aujourd'hui, je demande aussi à Sule de Paris, à tous nos frères qui sont en France. Dès que vous entendez que Ouattara est arrivé en France, comme il vient avec l'avion présidentiel, il ne va pas passer sur, donc il va venir. Mais dès que vous savez qu'il est là, vous prenez des cars et puis vous allez faire des sittings devant sa maison. Et vous demandez à la municipalité de l'expulser de là où il est. Parce que tant qu'il sera là-bas, vous allez créer le bruit. Et tant que, s'il voit que Ouattara devient vraiment dommageable pour les riverains, ils vont demander à Ouattara d'aller ailleurs. C'est tout. Dès que vous entendez que Ouattara est en France, vous allez, et puis vous allez avec vos casseroles devant sa résidence. Vous créez le chaos devant sa résidence. Vous ramassez les poubelles, vous les déversez devant la maison de Ouattara en France. Commencez par mettre la barre haute. Vous attendez que Ouattara est là, vous allez ramasser toutes les ordures et puis vous les verser devant sa maison. Et puis vous êtes là-bas. Vous allez avec orchestre. Vous chantez. Vous dansez. Jusqu'à ce qu'on le chasse. Trouvez des moyens pour rendre la vie de Ouattara misérable. Comme il a rendu la vie des Ivoiriens misérable. Rendez sa vie misérable. Je demande cela à mon jeune frère Gon Coulibaly qui coordonne les actions de Trop c'est trop en France. Commencez à réfléchir. Regardez ce que les gens ont fait. Quand ils ont demandé à l'armée française, à l'armée américaine de partir au Niger, ils ont refusé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés ramasser toutes les ordures de Niamey. Ils sont venus déposer devant le camp 101. Ils sont allés déposer, il faut aller ça là-bas. Ils sont allés déposer devant le camp 101. Les gens n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés de partir. Ils n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés de partir. C'est comme ça qu'ils ont quitté le camp 101. Et les Américains et les Français. Ils sont partis. Attaquer Ouattara sur sa crédibilité en Europe. Rendez ses visites désagréables.
À tel point qu'il s'il ne peut plus aller là-bas, il va mourir en Côte d'Ivoire parce qu'il n'a pas l'équipement qu'il faut. C'est tout. Vous entendez que Ouattara est quelque part, vous allez là-bas. Restez. Je sais qu'au niveau du protocole d'État en Côte d'Ivoire, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec Ouattara. Il y a des informations qui fuitent. Donc dès que vous avez la certitude que Ouattara est arrivé d'être, tout de suite, vous prenez des cars, vous allez là-bas. Avec toutes les ordures, vous ramassez, vous versez devant sa maison. On dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous dites, il y a un criminel dans cette maison-là, il y a un assassin qui est là, il doit partir. Ouattara va fuir. Quand vous allez commencer à taper comme ça, Ouattara va quitter. Ouattara va comprendre. La seule chose, quand Ouattara va commencer à supporter cette pression, c'est fini pour vous, vous avez gagné. Parce qu'en quelques heures seulement, Ouattara va s'écrouler. Parce que Ouattara lui dit, il ne faut pas mettre pression. Pression seulement s'il tombe, c'est fini pour lui à Salah. Oh, c'est fini. Enveloppe. Mettez la pression pour qu'il meure. Mabana. Je répète, vous ramassez toutes les ordures. Quand vous entendez qu'il est arrivé, vous ramassez toutes les ordures, vous allez verser devant. Et puis vous allez avec les casseroles, vous allez avec orchestre. Et puis vous dites, mais il y a quoi? On dit, non, il y a un assassin qui est là, il n'a qu'à partir. Et puis vous allez dire à la mairie, on est là, c'est pas à cause de vous, mais il y a un assassin qui est chez vous, là, il doit partir. Et vous le chassez comme un chien pourri. Lui qui vous appelle chien, là, montrez-lui ce que c'est qu'un véritable chien. Comme il ne sait pas, montrez-lui qui est chien, de lui au peuple, montrez-lui le véritable chien. Vous allez, et puis vous n'allez pas seul, vous allez attraper, même si possible, nécessaire même, les chiens galeux là. Vous les attrapez, vous les attachez, et puis vous mettez devant sa porte, les chiens sont là. Rendez la vie misérable à Alassane Ouattara. Rendez-lui la vie misérable. Comme il a rendu la vie des Ivoiriens misérable. Vous ne le laissez pas. Vous l'allumez. Vous lui faites regretter son arrogance et sa haine contre le peuple de Côte d'Ivoire. Humilier Ouattara jusqu'à ce qu'il meure, c'est la seule chose que Dieu attend de nous. Un criminel comme lui ne mérite pas de vivre parmi les humains. Un assassin comme lui ne mérite pas d'être à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, ce beau pays. Ce combat que je le fais parce que ce pays est trop beau pour être laissé entre les mains d'un assassin et d'un criminel. Je vous ai fait écouter des tirs par rapport à la frontière burkinabé-ivoirienne. On ne va pas développer ça aujourd'hui, on va développer ça une prochaine fois. On va rentrer dans les détails. D'ici là, portez-vous bien. Je n'ai pas oublié les produits. On va en parler, Inch'Allah. C'est parce que la connexion n'était pas trop au top que je n'ai pas voulu rentrer dans trop de détails aujourd'hui. J'espère que malgré que les images ne soient pas bonnes, vous avez pu tirer quand même quelques éléments de réponse que vous voulez. Merci infiniment à toutes et à tous. On garde le contact, Inch'Allah. À très bientôt.